Bonjour à toutes et à tous de venir à cet atelier. D'abord, je voudrais remercier ATHS de nous donner l'opportunité tous les 2 ans de faire un atelier prison. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir un panel d'orateurs d'un peu partout. On aura la Belgique, l'Australie, le Liban, la France bien sûr. Et on essaiera de brosser un petit peu tous les soucis, tous les problèmes qu'on peut rencontrer en prison ou les problématiques que l'on rencontre. Et parfois à se demander pourquoi la prison doit être différente de l'extérieur. C'est un peu ce qu'on essaye de faire tous les 2 ans dans les ateliers, c'est de faire venir la médecine et faire venir les soins en prison qui soient équivalentes à l'extérieur. Les discours existent, les textes existent, mais dans la pratique, vous allez voir, c'est un peu différent. Donc nous allons avoir 5 interventions aujourd'hui, donc nous allons essayer de tenir vraiment le timing. D'autant plus qu'on a notre ami Luis Patricio de Lisbonne qui va essayer de nous faire un peu à la surprise, au dernier moment, nous montrer un petit peu sa mallette spéciale, la mallette magique qui fait balader de prison en prison ou de XAPA en XAPA, de rue en rue. Donc j'espère qu'on aura le temps de tout faire en peu de temps. Donc je demanderai à ce que vous fassiez 15 minutes d'intervention et puis laisser du temps aux questions. Comme ça, on pourra vraiment pouvoir tout faire aujourd'hui. Donc, pour commencer, donc, je donnerai la parole à Maria Unto-Chaspoul, qui a été pendant un certain nombre d'années, donc elle va se présenter tout à l'heure, mais pendant un certain nombre d'années, elle a été conseillère nationale au niveau de la DAP, de la Direction de l'administration pénitentiaire, conseil santé, donc elle nous dira un petit peu peut-être ce qui s'est passé. Donc moi, je me présente, je suis Fadi Meroué, je suis médecin, chef de service d'un service de soins en milieu pénitentiaire sur la région de Montpellier, qui a 2 prisons, une prison maison d'arrêt avec une surpopulation qui est très importante, on est pas loin de 200% bientôt, on va battre le record, et ce qu'on appelle maintenant une structure d'accompagnement à la sortie. Ce sont des prisons un peu modèles, on va dire entre guillemets, où les personnes sont là pour 1 an et qu'on puisse les préparer à une meilleure réhabilitation. Donc c'est une nouvelle structure qui sont construites. Et je suis aussi chef de service d'un XAPA dans une prison à Paris, à Bois d'Arcy. Voilà. Donc je terminerai cet atelier par la réduction des risques en milieu pénitentiaire, qui est un sujet hautement politique, si on peut dire. Donc Marie, je donne la parole à toi de... Bonjour à tous, et moi aussi je vais chaleureusement remercier les organisateurs de cet atelier, car en fait c'est un vrai plaisir de venir tous les 2 ans ici. Les échanges sont riches et l'accueil aussi est très riche. Je remercie aussi Fadi de penser toujours à organiser un atelier autour des prisons. Moi, j'ai une longue expérience d'un travail auprès des populations les plus précaires. Et j'ai notamment, comme le disait Fadi, travaillé pendant 3 ans à la Direction générale de l'administration pénitentiaire comme conseillère nationale pour la santé des personnes sous main de justice. Alors, je vous ai fait un petit récapitulatif des fonctions de la DAP. Il y a 5 directions au ministère de la Justice. La DAP fait partie de ces directions et elle a une mission de surveillance, mais une mission égale de prévention de la récidive. Ça, il faut bien le garder en tête. Et notamment, le maintien des liens familiaux est un élément très, très important pour l'empêchement, je dirais, de la récidive. Et la DAP doit y travailler à 50%. Donc 50% de son travail, c'est la surveillance, mais 50% de son travail, c'est la réhabilitation. Mais il faut savoir que la majorité des personnes condamnées se trouvent en maison d'arrêt. Ce sont des gens qui ont fait des petites peines et qui vont bientôt sortir. Donc 50 à 70% des détenus en France, il faut le savoir, récidivent dans les 5 ans. Les prisons françaises sont dans un état de vétusté, d'insalubrité, et c'est vraiment une banalisation de l'indignité en prison. Vous avez des punaises de lit, vous avez des cafards, l'absence de chauffage, et j'en passe. Et il faut aussi savoir qu'il y a en particulier en matière de réduction des risques et de sexualité
un manque de prise en charge et un manque de politique sanitaire pragmatique. Alors, au 1er octobre, il y avait 84 311 personnes en détention en France, mais on n'a que 62 614 places opérationnelles. 5 500 détenus dormaient sur des matelas posés au sol. Donc c'est partagé des cellules humides, infestées de cafards et de moisissures. Il faut savoir que 26% des prisonniers fument quotidiennement du cannabis en France. C'est 8 fois plus qu'en population générale. Il faut savoir que la France est un des pays en Europe où la consommation de cannabis est la plus forte. À la sortie de prison, ça c'est l'étude Epsilon, 2 tiers des hommes et les 3 quarts des femmes présentent des troubles psychiatriques. Ça, c'est une étude qui a été faite sur les maisons d'arrêt. Je ne parle pas des gens qui ont commis des grosses peines. Au mois de juillet, parce qu'en fait, il y avait eu tout un effort qui avait été fait en termes de réinsertion des détenus autour du vote. On avait instauré en 2019 une chose qu'on appelle le vote par correspondance, qui permettait aux gens de leur redonner de la citoyenneté. Eh bien, ce vote par correspondance a été supprimé en juillet 2025. Je vous ai donné quelques statistiques qui viennent aussi de l'étude Epsilon pour que vous voyez cette population. C'est une population qui est jeune. 70% ont moins de 39 ans. Vous voyez, ils sont incarcérés pour la première fois. Ils sont condamnés à des toutes petites peines. Et ils ont tous un vécu, 94% ont vécu un événement traumatique dans leur vie, avec presque 15% d'agressions sexuelles. Il y a 8 fois plus de suicides qu'en population générale dans les prisons françaises. La prison est une institution monosexuée, c'est ce qui n'existe plus. L'école est devenue, accueille à la fois des filles et des garçons, la justice, l'armée, mais la prison en France est restée monosexuée. Si on regarde du côté des agents pénitentiaires, il y a 44 200 agents, mais la majorité, alors que les missions de la DAP sont insertion et surveillance, la majorité du personnel, c'est du personnel de surveillance, 30 600. Et il faut savoir que ce personnel de surveillance est jeune. Il est formé très rapidement, en 6 mois, et il est très jeune. La moyenne d'âge, je vous ai mis une des promotions, la moyenne d'âge, c'était 28 ans. Alors on enferme des détenus jeunes, des surveillants jeunes, dans des prisons, et on leur dit la sexualité est interdite. Alors l'OMS définit la santé sexuelle, je vous ai remis la définition parce qu'en fait c'est quelque chose qui doit être dans une approche positive, respectueuse et sans coercition ni discrimination. En fait, ce qui est important là dans cette définition, c'est droits humains et droits sexuels qui vont ensemble. Mais en prison, la sexualité reste un tabou. Alors, il faut savoir que la DAP, donc qui est l'administration pénitentiaire, on cherche à contrôler, je dirais, de manière obsessionnelle tous les aspects des personnes. Jusqu'en 1994, la santé, par exemple, dépendait du ministère de la Justice, donc de la DAP. La séparation n'intervient que depuis 1994, mais certaines habitudes sont restées ancrées. Et officiellement, il n'y a pas de sexualité en prison, elle est interdite. Mais elle est sanctionnée, je dirais, de manière très hypocrite. On la sanctionne sur l'exhibition. En fait, il est interdit d'imposer des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur. Les pratiques sexuelles sont niées et réprimées. Alors là, je vous ai remis, parce qu'en fait, l'administration pénitentiaire a travaillé pendant 3 ans sur un nouveau code, le nouveau code pénitentiaire qui remplace le code de procédure pénale. Et on aurait pu penser qu'il y aurait une évolution dans cette sanction. Donc, je vous ai mis les nouveaux articles. En fait, la seule nuance par rapport à avant, c'est qu'en fait, quand le détenu va passer en commission, c'est simplement le directeur de la détention, le directeur de la prison qui va pouvoir sanctionner. Les officiers ne peuvent plus sanctionner. Mais les peines sont restées les mêmes et elles peuvent atteindre jusqu'à 90 jours de privation de correspondance et de visite.
Je vous ai remis là un petit peu les peines pour qu'elles soient un peu plus compréhensibles, parce qu'en fait, sur les articles, il y a beaucoup de peines et c'est un peu long. Donc, 30 jours au QD, enfin, le quartier disciplinaire, c'est pas très drôle. On peut avoir un retrait de réduction de peine, une perte temporaire ou définitive du permis de visite. Et donc, il faut absolument séparer de manière obsessionnelle les hommes et les femmes. La seule sexualité qui est conçue par l'administration pénitentiaire, c'est une sexualité hétéronormée et violente. Voilà, je renvoie aux écrits d'Alain Giamy sur l'institution totale. Mais la sexualité, elle existe en prison. C'est ce que je vous disais tout à l'heure au début. On ne peut pas empêcher des hommes jeunes, des femmes jeunes, enfermés dans un lieu clos, d'avoir une sexualité. Donc les détenus conservent une sexualité malgré la prison, et dans des conditions d'imprévisibilité et d'inégalité juridique. Donc cette sexualité, elle va se présenter soit de manière clandestine, toujours dans les parloirs. En fait, les parloirs à partir de 83 sont des parloirs sans barrière. En fait, on peut se toucher. Et c'est à partir des années 83 qu'on va avoir une sexualité au parloir. Les règlements intérieurs donc, interdisent la sexualité des détenus et c'est toujours très hypocrite. Vous devez avoir une attitude correcte, une tenue décente lors du parloir, ou alors des relations sexuelles sont interdites, quelque chose de plus frontal. Donc la sexualité, elle se présente généralement sous trois façons de faire, soit où on a une sexualité solitaire masturbatoire qu'on voit plutôt dans les prisons pour hommes, qui est moins admise dans les prisons pour femmes, des pratiques homosexuelles qui sont tolérées dans les prisons pour femmes, mais souvent dangereuses dans les prisons pour hommes, et des pratiques qui sont au parloir, qui sont sous le regard plus ou moins tolérant des surveillants. Donc c'est une sexualité qui est toujours quand même dans des conditions indignes. Les stratégies de survie passent nécessairement par des transgressions et des désobéissances. Pour éviter de parler de sexualité en détention, l'administration pénitentiaire met en avant le maintien des liens familiaux. Donc vous avez vu qu'il y a à peu près 5500 personnes qui sont dédiées parmi son personnel au maintien, à la réinsertion et au maintien des liens familiaux. Donc on fait peser sur la famille des détenus la réinsertion, la famille devient l'élément stabilisateur. Donc chaque détenu, donc ça c'est la loi pénitentiaire de 2009, a le droit à fréquenter une unité de vie familiale. Mais il faut savoir qu'il n'y a que 54 prisons sur les 188 qui sont dotées de locaux d'unités de vie familiale. Donc la sexualité qui est légitimée, c'est une sexualité hétéronormée et c'est la famille donc, qui doit porter cette sexualité. C'est une configuration sémensuelle, compassionnelle, comme disait Fassin. Donc il y a 171 UVF dans 54 établissements. Ce sont des petits appartements de type F2 ou F3 où on peut avoir une vie autonome pendant une durée de 6 à 72 heures. Et vous avez des parloirs fermés, qui sont les parloirs familiaux, qui sont pourvus de sanitaires, avec une durée maximum de 6 heures. Il faut savoir qu'il y a 128 parloirs familiaux qui sont dans 35 établissements. Mais dans ces 35 établissements, 28 portent aussi les UVF. Donc en fait, c'est très, très inégalement réparti. C'est important d'aborder la sexualité en prison, car les personnes en détention sont exposées à 7 fois plus de risques, donc ils ont plus de risques de contracter une infection par le VIH qu'en population générale. Il y a des pratiques d'injection de drogue, il y a des rapports sexuels forcés, du matériel d'injection qui est partagé, un accès limité et souvent interdit aux outils de la RDR, donc avec une augmentation des risques. Les violences sexuelles qui sont initiées parfois en détention ou avant peuvent persister aussi à la sortie. Et on retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, des antécédents de psychotraumatisme avec des troubles du désir, des troubles érectiles, des dyspareunies.
la santé sexuelle des détenus n'est ni reconnue, ni approchée de manière positive et respectueuse. Donc il y a une perte de dignité autour de la sexualité. Mais il peut y avoir une sexualité consentie en détention, il n'y avait pas forcément entourée de violence. Et ONU-SIDA notait qu'une personne sur 5 en prison en Afrique subsaharienne a des rapports sexués consentis. En droit français et en droit européen, il y a privation de liberté, mais pas privation de sexualité. Il faut savoir qu'en droit français, le droit interne, quelque chose qui n'est pas explicitement interdit par la loi est autorisé. Or, pour l'administration pénitentiaire, c'est le contraire. Quelque chose qui n'est pas explicitement mentionné par la loi est interdit. C'est ce qui fait qu'on a des problèmes avec l'article 16 pour la réduction des risques en détention. C'est ce qui fait qu'on a des problèmes autour de la privation de sexualité en détention. Oui, ça va aller. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les détenus conservent une sexualité, que sa tolérance ou sa répression dépendent du contrôle interne des établissements. Et c'est très imprévisible, puisqu'en fait, on les met sous le regard d'un surveillant qui va autoriser ou pas autoriser. Donc, il est urgent d'augmenter et de faciliter l'accès à des liens privatifs au sein des unités pénitentiaires, ce qui limiterait des sanctions disciplinaires et pénales et relatives à l'exhibition sexuelle. À l'étranger, par exemple, on commence à avoir de plus en plus de prisons mixtes. C'est une réflexion qui a commencé dans les années 70. Alors, il faut voir un pays comme l'Espagne, qui sortait quand même du franquisme dans les années 75. Il existe une vingtaine de modules mixtes qui concernent donc des hommes et des femmes. Et il y a même une prison où il y a des couples avec enfants. Dans un contexte de privation sexuelle et de répression, des pratiques confrontées au passé de certains détenus mettent aussi les agents pénitentiaires et les soignants qui sont à l'épreuve des autres, mais aussi à l'épreuve d'eux-mêmes. Donc une idée que je suggérais pour terminer, c'est que la prescription de la PrEP est aussi l'occasion d'aborder la sexualité de manière plus facile en détention pour les soignants, et en plus c'est un outil qui limite les risques. Donc, prescrire la PrEP, c'est s'intéresser à la sexualité des personnes en détention, c'est leur redonner de la dignité et c'est rendre cette part d'humanité qui est souvent atteinte par la prison. Alors, c'est forcément un peu plus compliqué à aborder en détention, mais c'est faisable. Alors, la sexualité des personnes en situation de détention ne doit pas être abordée uniquement sous l'angle du risque. C'est assez important aussi de redonner confiance. Et là, je vous mettais les produits qu'on trouve en ce moment qui vont faciliter la vie des soignants dans les unités sanitaires. Ce sont tous les produits injectables. Donc, il y a Carbotégravir, l'Enacapavir et le Truvada qui, lui, alors là, à condition, comme toutes les unités sanitaires dépendent d'une PUI hospitalière, vous voyez qu'à la PHP, par exemple, la boîte de Truvada, elle est 3,50 € et c'est tout à fait abordable. Donc, il faut aussi garder qu'aborder la sexualité en détention, c'est aussi ouvrir des voies sur des questions de recherche pour mieux comprendre les besoins de santé d'une population souvent discriminée et marginalisée. Et là, je vous ai mis un haïku qui a été écrit par Luce Bassmann sur la question de l'indignité et des suicides en détention. Merci. Merci beaucoup, Marie. Y a-t-il des questions? On peut prendre 2-3 questions si vous voulez. Oui, une question ici. Là, devant. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. La question. Alors, il y a eu cette étude Epsilon qui est la première étude de cohorte. Et là, les données que je vous ai montrées sont des données intermédiaires.
En fait, c'est une étude assez importante qui a été faite donc, par les équipes de... J'ai oublié son nom, mais ça va me revenir. Et c'était Kevin qui portait cette étude. Il faut savoir qu'il y a une aggravation des troubles psychiatriques pendant la détention. C'est-à-dire qu'en fait, dès l'entrée, on va trouver une majoration par rapport à la population générale de troubles psychiatriques, mais la détention et les conditions de détention vont aggraver cette situation. Et c'est quand même terrible de voir les chiffres que je vous ai donnés. C'était 2/3 des femmes et je ne sais plus pour les hommes. Mais voilà, c'est quand même c'est effrayant parce qu'en fait, on a tendance à fermer les hôpitaux psychiatriques et à garnir les prisons de personnes qui pourraient être prises autrement. Ça pose aussi la question de la responsabilité pénale qui est de moins en moins, pour des raisons politiques, admise. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, en termes de responsabilité pénale, une personne qui est déclarée, qui a des troubles psychiatriques importants au moment des faits, ne devrait pas se retrouver en prison. Mais de plus en plus, c'est le cas. Ce qui a changé, c'est qu'à l'époque, toute maladie mentale ne rentrait pas en prison. En fait, on parlait d'abolition et d'altération. Donc, en fait, ce qui a changé dans la loi, c'est que quand il y a altération de l'état mental, il peut faire de la prison. Quand il y a abolition, il ne fait pas de la prison. Donc les responsabilités maintenant, elles se reposent que sur le mot abolition. Voilà. Donc c'est ce qui a fait la différence avant 1900, je ne sais pas comment c'était, dans les années 70. L'ancien article, c'était vraiment de passer de l'abolition à la voilà. Donc c'est ce qui a fait un petit peu qu'on a de plus en plus de malades de la santé mentale en prison parce qu'il y a moins d'hospitalisation. Vous savez que les lits, on ferme des lits d'hospitalisation, maintenant de plus en plus. Les malades mentaux se retrouvent soit dehors, ceux qui n'ont pas de chance d'avoir une famille ou quoi que ce soit, donc ils se retrouvent dans la prison. Deuxième phénomène, c'est que ça coûte moins cher de soigner un malade mental en prison qu'à l'hôpital. La prison coûte 105 € par jour par personne. Le soigner à l'hôpital, ça va coûter 500 € par jour. Donc vous voyez, vous faites le calcul. On va envoyer facilement quelqu'un, un patient maintenant atteint d'une pathologie mentale en prison, plus facilement qu'avant. Pas d'autres questions. On va passer donc à la deuxième communication. Donc, monsieur. Let's go on to the second presentation this afternoon by Ali Ahaj, who is going to talk about the role of organizations of civil society and the situation in prisons in Lebanon. Thank you very much. My name is Ali Ahaj. I'm the Executive Director of the Middle East Africa Network Harm Reduction in MENA, based in Lebanon, in Beirut. And I'm also the founding chair of Lebanese nurses. We're going to... Prison centrale qui s'appelle la prison de Roumieh. Si on passe à la photo, donc la prison de Roumieh, c'est la grande et la plus célèbre prison du Liban. Elle a été conçue en fin des années 1960 et inaugurée en 1970. Cette prison était conçue pour aussi recevoir 1500 prisonniers, mais actuellement, il y a un surpeuplement qui dépasse les 300% depuis 2017. Donc voilà, la prison est basée sur une colline du côté nord-est de Beyrouth, dans un village qui s'appelle Roumieh. Et avec toutes les aides et tout ce qui se passe actuellement, cette prison ne répond toujours pas aux exigences minimales fixées par les États-Unis, par les Nations Unies, pardon. La situation sanitaire dans les prisons libanaises est critique, marquée par une surpopulation extrême, un manque drastique de médicaments essentiels, une mauvaise hygiène et un accès insuffisant aux soins de santé entraînant une forte augmentation du nombre de décès parmi les détenus.
Pour cette question, donc, on parle de manque de besoins essentiels parce que, comme on a déjà dit, le surpeuplement dépasse les 2,7% dans les centres de détention, mais aussi dans les prisons du pays. Dans certaines prisons, on a une mauvaise qualité, mauvaise installation. De ce côté-là, on a une mauvaise qualité d'eau, ce qui mène à des infections, à des maladies aussi. Il existe des pénuries généralisées de médicaments essentiels, d'hygiène et de nourriture, et il y a un accès limité aux soins de santé et la détérioration des services, parce que dans certaines prisons, il n'y a pas ni de médecins, ni de médicaments, ni d'infirmiers, donc il n'y a pas un service de soins qualifié. Dans certains autres, et vu la situation économique du pays, parce qu'on est allé vers une presque faillite totale de l'économie au Liban, parfois quelqu'un qui a une maladie ou qui a une crise cardiaque, les forces de sécurité intérieure n'ont pas les moyens pour le transporter à l'hôpital, et ce qui mène parfois à des décès. Donc, comme on a dit, donc, il y a des soins retardés à cause de cela, et ce qui aggrave la situation de la santé. Il y a eu une augmentation de décès. Par exemple, en 2022, il y a eu 34 personnes qui sont décédées en détention en raison du manque de soins médicaux, ce qui constitue un indicateur clair de défaillance systémique. Cette augmentation, comme on a dit, elle est due à plusieurs facteurs, dont la crise économique, dont aussi le manque du personnel de santé, et la négligence d'un côté du gouvernement, mais de l'autre côté aussi de la famille des personnes détenues. Les organisations qui s'occupent des droits de l'homme, dont Amnesty International et donc Human Rights Watch, ont toujours plaidoyé pour une réforme totale des prisons dans ce pays. Comme on a aussi dit, donc, les normes qui se pratiquent dans les prisons du Liban ne sont pas conformément aux normes internationales, dont les règles de Nelson Mandela. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme organisation de la société civile? Depuis 3 ans, il y a un travail de groupe, un working group, des organisations de la société civile qui est composée de plus que 25 associations qui travaillent dans ce domaine. Ce qu'on essaie de faire, au début, on était là pour un peu réfléchir stratégiquement comment on peut résoudre ces problèmes, comment aboutir à une réforme dans le pays, mais avec les urgences qu'on a eues, on s'est transformé en, comme on dit, on a créé une caisse d'urgence pour aider quelqu'un à faire une opération dans un hôpital ou pour payer un médicament à un autre. Mais en même temps, on essaie toujours de marcher en parallèle pour faire mobiliser les choses qui se passent dans le pays au niveau de la cour et donc des jugements, au niveau de la prison et du travail que font les forces de sécurité intérieure. Je ne sais pas si ça s'est passé, mais pour votre connaissance, les prisons au Liban sont sous la direction du ministère des Affaires intérieures et pas la justice. Et ils sont gérés par les forces de sécurité intérieure. Et les forces de sécurité intérieure, avec la crise économique, eux-mêmes, les gendarmes, n'arrivent pas à gagner leur vie de ce métier. Une fois, j'ai été voir le directeur général pour lui dire qu'on est là à vous aider à faire une stratégie de santé pour les prisons. Il m'a dit, donnez-moi cet argent, j'ai besoin de payer les médecins. Et si j'arrive pas à soigner mes gendarmes, comment vous voulez que je soigne les prisonniers? Donc, il y a ce problème à tous les niveaux. Et donc, on essaie de jouer un rôle crucial donc, dans la défense des droits humains au sein des prisons libanaises.
pour servir de lien essentiel entre les détenus et l'extérieur. Les associations donc, contribuent aussi à améliorer les conditions dans ces établissements et à défendre les droits des personnes incarcérées. Pour les servir, il y a l'aide juridique qui est donnée par des avocats, mais aussi on essaie de temps en temps d'aller vers l'ordre des avocats pour avoir donc un conseil ou un service juridique gratuit. On essaie de faire de la réhabilitation et la réinsertion, de mettre en œuvre des programmes axés sur la formation professionnelle, l'éducation et le soutien social pour faciliter la réintégration dans la société après la libération. Il y a aussi le fournissement d'une assistance humanitaire telle que nourriture, médicaments, produits d'hygiène, souvent rares en raison de la négligence. Il y a aussi les séances de soutien psychologique, donc des psychologues qui nous aident aussi à faire de la thérapie pour les détenus. On fait le travail de plaidoyer, comme on a déjà mentionné. On essaie de travailler comme observateur pour documenter les violations des droits humains et pour sensibiliser aux conditions à l'intérieur des prisons. On rédige des rapports sur les conditions de détention, la torture et d'autres abus, en s'appuyant sur des données recueillies lors de visites en prison et de témoignages. On mène des campagnes de plaidoyer pour faire pression sur le gouvernement pour la réforme. Et aussi, on essaye d'interagir avec les ministères, les responsables politiques et d'autres partis pour promouvoir des changements de politique et la mise en œuvre des réformes conformes aux normes internationales. Donc, de nombreuses organisations de la société civile collaborent avec des organisations nationales, internationales, et des agences gouvernementales et même les autorités pénitentiaires pour atteindre nos objectifs. Il y a bien sûr des défis comme tous les travaux qu'on fait. Parfois, les organisations se trouvent devant un refus d'accéder aux prisons, surtout quand il y a eu des problèmes au sein du prison, des strikes, les prisonniers donc ont arrêté de manger, ou il y a eu des actes de violence au sein des prisons. Les organisations ont été donc refusées, ils ont refusé de donner un accès à la prison. La surpopulation qui est un problème très grave, surtout que ce qu'on sait actuellement, c'est que plus que 60% des personnes détenues dans les prisons du Liban ne sont pas libanais, ils sont des étrangers. Plus que 80 ou 85% des personnes dépourvues de leur liberté, ne sont pas condamnées, et deux, n'ont pas l'accès au service légal, par exemple. Et troisièmement, plus que 60% des détenus au Liban viennent de ce qu'ils appellent des délits liés à l'usage des drogues ou des délits liés aux drogues. Donc il y a aussi la stigmatisation sociale qui prédomine un peu autour des prisonniers, ça rend difficile l'obtention d'un soutien large pour leurs droits et leur réinsertion. Et aussi la bureaucratie, comme j'ai dit, il y a des détenus qui sont là depuis des années mais qui n'ont pas été condamnés jusqu'à maintenant. Durant les années du Covid, MENARA, nous, en tant qu'association, on a fait un travail parallèle dans une prison au Liban, la prison de Roumi, avec une association qui s'appelle Association de justice et miséricorde, et en Jordanie avec une association qui s'appelle Land of Peace.
Donc on a assuré des séances de soutien mental, de counseling, mais aussi des prestations de produits d'hygiène et de pesticides pour les prisons. On a essayé aussi de un peu les sensibiliser à la question du Covid. Mais récemment, l'année dernière, à cause de la guerre au Liban, comme on le sait, il y a eu des prisonniers déplacés. Donc le gouvernement a été obligé de déplacer les prisonniers des prisons du sud Liban jusqu'au nord et au mont Liban. C'est pour cela qu'il y a eu aussi ce surpeuplement, ce qui fait que quand on leur a demandé comment on peut faire, ils nous ont demandé d'assurer des matelas et des couvertures pour les prisons, surtout les prisons des femmes. Voilà, donc les organisations de la société civile au Liban sont indispensables pour protéger les droits humains et fournir des services essentiels dans le contexte difficile des prisons libanaises. Malgré les obstacles importants, elles continuent de jouer un rôle crucial en plaidant pour les réformes et en promouvant un système pénitentiaire plus humain. Peut-être que vous posez la question pourquoi la société civile ? Dans certains pays où il y a un système qui fonctionne, où le gouvernement prend soin du peuple, on n'a pas besoin peut-être de la société civile, mais dans un pays où le système est par terre, donc on a besoin toujours de le travail de la société civile a commencé depuis des années et des années, et surtout ça a augmenté durant la guerre civile au Liban depuis 1975 jusqu'en 1990. Donc, Liban a besoin d'une réforme des prisons. Celle-ci devrait être placée sous la responsabilité du ministère de la Justice et non le ministère de l'Intérieur, et pas gérée par les forces de sécurité intérieure. Une stratégie de santé pour les prisons, incluant des services de réduction des risques, doit être élaborée et adoptée. Des programmes de formation professionnelle pour les détenus avec des activités génératrices de revenus doivent être mises en place et appliquées, accélérer les procès afin de réduire autant que possible la surpopulation carcérale. Merci. On peut prendre quelques questions aussi. On a 2-3 questions si vous voulez. On a peu de temps. C'est juste une petite réflexion. Moi, je viens de Belgique, pour dire que la société civile doit toujours intervenir en prison, quel que soit le pays. Je pense que ce n'est pas parce que le système gouvernemental ne tient pas qu'il ne faut pas que la société civile, pour moi, elle reste un regard permanent de ce qui se fait. Et que tant que la société civile ira en prison, elle apportera quelque chose aux détenus et au fonctionnement. Oui, en effet, même en France, enfin, des ONG peuvent participer aussi, ou des associations aussi, pour les hépatites, AIDS, SIDAction. Je veux dire, malgré tout, ça peut être un apport supplémentaire. C'est que souvent, les soignants ne sont pas formés à tout. Donc, on parlait de la PrEP là, tout à l'heure, par exemple. La PrEP, je pense que 90% des soignants en prison ne savent pas ce que c'est la PrEP. Donc, il faudrait déjà commencer par une formation de dire ce que c'est la PrEP. Avant de dire il faut mettre la PrEP. Voilà. Donc souvent aussi, on a besoin de faire des formations et non pas. Voilà. Donc on a besoin des associations bien sûr, on a besoin de la société civile quand il faut, mais ça doit être toujours en complément et non pas comme parfois malheureusement dans certains pays où il n'y a que ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais heureusement qu'il y a la société civile et les organisations non gouvernementales sont là pour soutenir. Maintenant, je vais donner la parole à mon ami Adrian Dunlop, qui vient de Newcastle, d'Australie, qui va nous parler maintenant des... Alors, on parle souvent des sortants de prison, mais pas sur le plan des addictions, sur les traitements. On n'a pas beaucoup d'études sur la rétention. C'est-à-dire qu'habituellement, on a des patients qu'on suit en prison, on va leur donner un traitement, mais une fois sortis, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, souvent. On a quelques informations quand ils reviennent en prison. Malheureusement, tu disais que 50% des personnes reviennent en prison dans les 5 ans. Donc c'est comme ça qu'on a des nouvelles d'eux,
Mais là, c'est une étude qui a été faite et qui va être intéressante pour savoir si le travail effectué en prison porte son fruit à l'extérieur. Adrian, it's for you. Avec vous aujourd'hui. Donc, je vais parler sur les patients qui sortent de prison en Australie. Je voudrais commencer par reconnaître le fait que ce travail a été fait sur les terres des aborigènes en Australie. C'est important de reconnaître cela parce que ce groupe est surreprésenté dans les prisons en Australie et a de mauvais résultats, enfin une mauvaise expérience. L'organisation pour laquelle je travaille a reçu des financements de Camillus et Indivior. Pour commencer, les informations qu'on a sur des études observationnelles et expérimentales, on a l'impression que la rétention pour les patients est à peu près pareille à ce qu'avec méthadone. Et ça, c'est l'étude qu'on regarde. Nous, on regarde la rétention dans le traitement des gens qui sont libérés de prison. Donc, pour résumer rapidement la littérature, des transitions pour les patients sont toujours dangereux et la transition de libération de la prison est particulièrement difficile avec un risque augmenté d'overdose létale, car ça peut durer jusqu'à 1 an, même plus. Les traitements par agonistes opiacés, les AOT, sont associés à une réduction d'injection en prison, réduction de risque d'overdose à la prison et après la libération. Ce traitement TES, traitement anti-agoniste aux opiacés, moins d'utilisation après la libération. Donc la base, l'évidence est très forte en faveur de ce traitement. Il est important que ce traitement soit continué et il faut aussi reconnaître que la prison est une bonne occasion de donner ces traitements d'agonistes des opiacés pour ces patients. Il y a 3 revues de la littérature de l'efficacité de la buprenorphine à action prolongée dans les établissements pénitentiaires qui suggèrent qu'il peut y avoir quelques avantages de cette buprenorphine, surtout pour la rétention dans le traitement. Mais il y a aussi une étude avec une grande cohorte des États-Unis avec presque 60 000 sujets sous buprenorphine à action prolongée. Pour certains, ils ont trouvé une rétention moins bonne. Donc, c'est une zone importante à étudier. Notre groupe a fait du travail auparavant sur la sécurité de la buprenorphine à longue durée, à action prolongée. Les patients qui étaient déjà sous traitement, on leur a proposé la buprenorphine à action prolongée. Pour résumer, la rétention était bonne, les effets secondaires étaient là, mais assez modérés. Pas de tentative de diversion. Les patients étaient assez satisfaits. Ils n'avaient pas de traitement et là, on leur proposait un traitement et cela a été fortement soutenu par le personnel des prisons. Donc, on a vu beaucoup de diminution de l'utilisation d'opiacés non prescrits pendant ce temps, mais on a collecté quelques données de santé et les coûts en prison de la fourniture de ce traitement, ce n'est pas seulement les médicaments, mais aussi les coûts en personnel et les coûts pour le personnel de prison sont bien inférieurs pour la buprenorphine à activité longue plutôt qu'en forme sous-linguale. C'est 10 fois ça pour 3 fois ça pour la méthadone. Et c'est bien plus élevé pour la buprenorphine sous-linguale, infralinguale. Il fallait signaler qu'avant cette époque, les patients qui avaient déjà des traitements sous méthadone et qui entraient en prison restaient en traitement sous méthadone, mais s'ils n'avaient pas de traitement, on ne le leur
proposaient pas jusqu'à le moment juste avant leur libération. C'est une mauvaise politique, c'est une mauvaise pratique. Mais une fois que le Covid est arrivé, on peut voir la ligne grise, c'est l'augmentation du nombre de patients utilisant ce buprenorphine à action prolongée, buprenorphine à action prolongée. Le buprenorphine devenait plus largement prescrite. En Australie, on voit la ligne bleue, c'est les patients qui reçoivent du buprenorphine à activité longue. Et on voit le nombre de patients en traitement infralingual. Mais avec la méthadone, c'est que la méthadone était autrefois le traitement dominant, mais ce n'est plus le cas. En bleu foncé, c'est buprenorphine à action longue. En orange, c'est les patients avec infralingual. Et en gris, c'est méthadone. Donc la majorité, maintenant, c'est la buprenorphine à action prolongée. En prison, c'est important, la majorité des traitements en prison est devenu le buprenorphine à action prolongée aussi. Donc, plus de 90% de tous les traitements dans les prisons dans les pays, c'est la buprenorphine à action prolongée. Avec cela, on a pu obtenir un financement du gouvernement d'État pour étudier le suivi des patients sortant de prison. Je voudrais reconnaître les participants, on a, y compris Nicolas Litzeris qui est ici. On va parler, il y a 5 parties à l'étude, mais je vais parler de 4. On a fait une extraction prospective des dossiers médicaux, une sous-étude des patients qu'on a suivis dans le détail, une étude qualitative de certains patients qui ont abandonné le traitement, et aussi des focus groups, des groupes de focus avec des cliniciens. Donc l'étude a compris toutes les personnes qui ont été libérées des prisons de la Nouvelle-Galles du Sud pendant 12 mois, y compris les patients allés vers des cliniques dont 80%, 80% c'était dans l'État. Comparaison non randomisée entre les patients libérés sous méthadone et buprenorphine à action prolongée. Résultat, maintien dans le traitement à 3 mois. Il y avait une première période de 3 mois et ensuite du suivi, 12 mois et ensuite 3 mois de suivi. C'était des doses avec un intervalle de au moins 2 semaines, mais pas plus. En résumé, les patients avaient 30 ans, entre 30 et 40 ans en logement, en location. Un tiers à peu près étaient des aborigènes. La plupart vivaient de l'assurance sociale. La plupart ont été transférés par le système de justice, même s'il y avait 10% de gens qui venaient de façon spontanée. La majorité en Australie rurale, 83%, les transferts étaient attendus, c'est-à-dire la libération était prévue, et 87% du fois, c'était d'une prison publique. Donc l'analyse principale, c'est là où on a des informations de dosage, où on a l'historique des patients qui reçoivent leur dose. Et c'est comme ça qu'on définit la rétention, mais cela ne couvre pas tous les patients. Certains patients peuvent être référés vers la clinique, mais ils ne viennent pas et ils vont voir un autre médecin où ils sont traités dans la pharmacie de la communauté. Donc, il y a 2 hypothèses. La première, c'est la plus stricte. La deuxième, c'est lorsque le patient est venu à la clinique au moins une fois, il est venu ensuite ailleurs et on a pu vérifier que le patient continuait à recevoir des doses. Troisième cas, ils ne sont jamais allés à la clinique, mais on a pu confirmer qu'ils allaient ailleurs recevoir des traitements. 3 définitions. Et ici, les résultats. On avait 1100 patients avec le LAIB. 70% des patients ont été retenus sur la définition stricte. Sur moins stricte, c'est à peu près 71% qui sont restés en maintien. Pour voir les associations avec cette rétention, la rétention était pire si les patients sont venus d'une prison privée, 10% moins bons, les résultats. Et si la patient n'était pas attendue, alors il y avait plus de probabilités qu'ils participent. Ça peut paraître une confusion, mais quand les patients ne pensaient pas être libérés, ils avaient davantage de motivation pour aller vers ce traitement. Sur les patients sous méthadone,
à peu près 56% étaient retenus, mais avec les deux autres définitions en termes de contact, on peut voir que c'est entre 85 et 91%. Donc c'est une gamme beaucoup plus large. Il y avait le groupe de méthadone, c'était un groupe beaucoup plus réduit, à peu près 300 patients. Pour vous donner des idées de doses, les doses étaient suffisantes. 120 mg de buprenorphine, un méthadone 120 grammes, je crois. On n'a pas pu essayer une comparaison statistique sur le LAIB et pour la méthadone pour plusieurs raisons, parce que les populations étaient différentes. Une des sous-études où on avait plus d'informations sur les patients après la libération, on a pu avoir des entretiens avec eux. Là, il s'agit de 305 patients suivis 12 semaines après la libération, la majorité sur LAIB. Le groupe sur méthadone a été un peu plus âgé, 5 ans de plus. Ils ont plus de probabilité qu'ils aient été déjà en prison, même si les deux groupes l'ont été. Ils étaient en prison 2 années de plus, ils avaient plus d'overdoses. Et les buprenorphines à action prolongée, il y avait moins de chances qu'ils soient déjà allés en prison, donc moins de temps passé en prison et davantage de chances qu'ils soient naïfs aux opiacés ou qu'ils commençaient des traitements. On a fait ensuite des entretiens qualitatifs en durée avec des patients qui ont arrêté le traitement pour essayer de comprendre pourquoi. 24 hommes, dont 16 des autochtones, des aborigènes. 15 n'avaient jamais suivi de traitement comme ça. Et parmi les thèmes principaux, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils ne connaissaient pas la médication. On leur disait des choses sur cette médication qui n'était sans doute pas exacte. Mais c'est ce qu'ils ont cru. Par exemple, on a dit que ça marchait bien, pas bien, ou ça marchait pas bien pendant la grossesse. Ce n'était pas vrai, mais c'est ce qu'ils croyaient. Ensuite, des changements de situation. Ils n'avaient peut-être pas besoin de traitement de la même façon parce qu'ils avaient accès à ces substances ou ils ne souhaitaient pas continuer le traitement. Et certains des défis physiques de la libération entre la prison et la communauté, ils ont rencontré des gens qui avaient déjà rencontré, qui étaient des utilisateurs, ils se retrouvaient dans un environnement instable, etc. Quand on a parlé avec les cliniciens, c'est pas surprenant, mais les cliniciens disaient qu'on a besoin de se concentrer davantage sur les personnes libérées de prison qui n'ont jamais été sous traitement parce qu'ils n'avaient jamais fait cette transition depuis la prison jusqu'à la communauté. Il y a davantage d'occasions pour qu'ils abandonnent. S'ils sont en méthadone, après quelques jours, ils ont des symptômes de retrait. Et donc, ça a un effet sur la rétention. C'est bien, pour conclure. On a pu monter en régime. Il y avait beaucoup de sous-traitements avant. Ça s'est amélioré. Une augmentation de plus de 3 fois dans les traitements, dans la pénétration des traitements dans les prisons, mais il reste des lacunes. Des différences dans la rétention à 3 mois, 70 à 70% avec l'action prolongée, 66 à 91% avec la méthadone, mais plusieurs raisons, ces populations qui ne sont pas les mêmes, mais aussi les caractéristiques différentes des médicaments. C'est plus facile d'arrêter le LAIB et pas avoir des problèmes de retrait. Alors, ce n'est pas possible avec la méthadone. Il y a des occasions de développer des stratégies pour améliorer la rétention, surtout pour les patients qui ont besoin de ce traitement. Il y a des facteurs multiples qui expliquent les abandons, la connaissance, soutien, des facteurs structurels, etc. Quelques enjeux clés en Australie. Il faut améliorer l'éducation des patients, peut-être les nouveaux patients qui commencent le traitement, y compris sous les effets secondaires, le soutien dans la communauté. Il faut cibler la sensibilisation à des communautés, notamment pour les aborigènes. Et il faut continuer à augmenter, à monter en régime pour les services qu'on peut leur fournir. Merci beaucoup. Vous désirez, merci Adrian. Bonjour, merci pour la présentation. Je travaille au bus 3132 à Marseille,
où nous essayons de promouvoir la réduction des risques dans les espaces de privation de liberté. Excusez mon ignorance, mais je ne connais pas la différence entre les établissements privés et publics. Il y avait 2 types de prisons dans votre présentation. Quelle est la différence et qu'est-ce que ça implique en termes d'accès au traitement? Parce qu'il y a des résultats assez significativement différents. Merci. Merci pour la question. La plupart des prisons en Australie et dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud sont des prisons publiques qui sont la propriété du gouvernement, opérées par le gouvernement. Le personnel, c'est du gouvernement. Mais il y a un certain nombre de prisons qui sont des prisons privées, opérées par un fournisseur, un prestataire privé. Il y a un contrat entre le prestataire et le gouvernement pour gérer la prison, y compris les services de soins. Il y a peu de suivi, le niveau d'information venant des prisons privées vers les services de soins est beaucoup moins bien. En fait, c'est un désastre, si bien que le gouvernement commence à racheter ces prisons des prestataires privés. Cependant, la prison la plus grande a un contrat de 30 ans, donc le gouvernement ne va pas rompre ce contrat. Donc, ce n'est pas une bonne situation. Je m'appelle Louis-Philippe, je viens du Canada. Merci pour votre présentation, c'était très intéressant. J'ai une question technique, c'est vraiment très spécifique, là, mais de mémoire, vous aviez dit que votre cut-off point, c'était pour déterminer qu'un traitement était arrêté ou suspendu, c'était 8 jours. Je me demandais pourquoi vous avez décidé de déterminer que c'était 8 jours pour qu'un traitement soit considéré comme interrompu. C'est une autre bonne question. Je devrais dire qu'il y a des différences. C'est très difficile à comparer les substances en termes de l'attention qu'on reçoit tous les jours par rapport à des médicaments qu'on peut recevoir une fois par mois. La définition pour la méthadone, c'était 2 semaines. S'ils n'avaient pas une dose sur 2 semaines, ils n'étaient pas retenus. Pour la buprenorphine à action prolongée, la définition était 2 mois parce que c'était plus facile de sauter 1 mois et de continuer le traitement. C'est une bonne critique, c'est qu'on compare les pommes et les poires, c'est pas la même chose. Mais il n'y a pas d'accord standard sur ce qui constitue une absence de rétention pour la buprenorphine. Donc on a choisi ça comme cut-off point. À la Belgique. Alors là, on va entendre Chris, qui est plutôt un militant qui va essayer de faire entrer la RDR en prison depuis quelques années. On va l'aider, on va y arriver en Belgique très bientôt, je l'espère. Mais voilà, il ne faut pas se décourager, hein, Chris. Donc, tu as la parole. Merci, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de ce magnifique congrès. Merci à toi, Fadi. Alors moi, c'est une première, c'est une toute première fois pour moi à Biarritz. Ce ne sera pas la dernière. Je viens de Bruxelles. Je dirige un centre d'accueil et d'hébergement de crise pour personnes usagères de drogue, voilà, qui sont assez mal en point. On fait énormément d'accueil post-carcéral et ça fait une 20aine d'années qu'on essaye de développer différents projets en prison. Donc voilà, je viens de la société civile. Ma présentation risque d'être légèrement orientée, c'est le but. Elle va toucher on va dire, à un système qui, globalement, au niveau de la pénitentiaire, est dysfonctionnel et avec un focus sur une série d'interventions à Bruxelles. Voilà, j'ai quelques collègues belges ou bruxellois dans la salle. Il y a 10 jours, j'ai dû faire cette présentation en présence d'une représentante de l'administration pénitentiaire. Ça ne m'a pas empêché de me taire. Voilà, quelques éléments de contexte qui vont un petit peu dicter ma présentation. Voilà, depuis 20 ans, moi, la chance que j'ai, c'est d'avoir la possibilité d'être à la fois en prison et surtout en dehors, et d'avoir des bulles d'air, en fait, un peu dedans ou dehors. Il y a quelques éléments ici qui, d'un point de vue de ce qui s'est passé ou pas suffisamment passé en Belgique, m'amènent à un moment donné quand même à
c'est pas vraiment à pousser une gueulante, mais à dénoncer un ensemble de choses. Donc, on va seulement rester sur ces 10 dernières années. Il y a 11 ans, avec des partenaires, on a lancé un appel à transfert de compétences des soins de santé des détenus vers la santé publique, parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, en Belgique, la santé des détenus dépend toujours de la justice. Alors on a bien compris que ce n'est pas parce que ça dépend de la santé que tout est réglé, mais il y a quand même un ensemble d'éléments vis-à-vis desquels on est systématiquement bloqué quand notre interlocuteur pour des questions de santé, des projets de réduction des risques par exemple, ça reste la justice. 11 ans plus tard, malheureusement pas de changement. Et ce qui est intéressant à avoir en tête aussi, c'est que donc il y a un ensemble de préceptes, comme j'ai entendu tout à l'heure pour la France, qui sont régis en tous les cas en Belgique dans ce qu'on appelle la loi de principe. C'est une vieille loi qui date de 2005 et qui sur papier en 2005 reprenait les recommandations internationales de l'OMS de l'époque. Cette loi reste magistrale, elle devra peut-être un petit peu être adaptée, mais sur papier on a quelque chose de valable. Sauf que depuis maintenant 20 ans, cette loi n'a pas d'arrêté d'exécution pour ces articles concernant la santé. Donc en gros, il y a une centaine d'articles dans cette loi. Tous les autres articles qui régissent le statut interne de la personne privée de liberté sont votés. Par contre, les articles concernant la santé n'ont pas d'arrêté d'exécution, donc ils ne sont pas exécutables. Donc c'est régulièrement un gros souci. Donc ce qui a été intéressant en Belgique, c'est que le ministère de la Justice, de la Santé et l'INAMI, donc le système des soins de la couverture mutuelle, ont commandité au KCE, donc c'est le Centre d'expertise fédéral belge, une énorme étude il y a quelques années afin de cadastrer la situation des soins de santé en prison en Belgique et d'évaluer la pertinence, le coût d'un transfert de compétences des soins de santé. On avait déjà été assez virulent en 2014 quand il y avait un mouvement associatif qui dénonçait cette nécessité. Ce qui est génial, c'est quelques années plus tard, les recommandations de l'étude KCE sont encore plus cinglantes. Ils donnent injonction à la Belgique d'opérer ce transfert de compétences. On est quelques années plus tard et malheureusement, globalement, au niveau de ce transfert, rien n'est fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pourparlers, des discussions, des réunions, mais globalement, on est toujours au point mort. Il y a eu, à l'initiative de la santé publique, l'introduction de toute une série de projets pilotes sur les questions relatives aux drogues en prison. Donc en soi, c'est vraiment une belle opportunité. Ce sont 10 projets pilotes au sein de 10 prisons sur les 35 prisons qu'on a en Belgique. Et donc c'est intéressant, ça permet de tester un modèle. Le problème de ces projets pilotes, c'est qu'ils ne touchent pas à une réforme au niveau fédéral. Et donc c'est vraiment là que ça coince. Ce qui est intéressant aussi que vous sachiez, c'est qu'il y a vraiment eu un revirement dans les grandes villes. Là, j'ai parlé pour Bruxelles, mais on a vraiment vu une explosion de la crise du crack à la sortie Covid. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Et cette explosion de la crise du crack ne s'est pas arrêtée au mur de la prison. Et en fait, des suites de ça, on a entendu de manière un peu plus fréquente, avec moins de tabous, des directeurs et directrices d'établissements pénitentiaires se plaindre du phénomène des drogues en prison. Le phénomène des drogues qui est omniprésent depuis toujours. Vu l'ampleur que ça prenait au niveau du crack, les directeurs et directrices ont eu davantage à Bruxelles le courage de nommer ce problème et ça nous a donné la possibilité de remobiliser des choses au niveau de certains projets. Alors petit clin d'œil temporel là, dans l'actualité, en tout cas bruxelloise, aujourd'hui ça fait 502 jours que nous n'avons pas de gouvernement en région bruxelloise. Ça c'est une première au niveau de l'histoire de la Belgique. On s'est tous bien marrés il y a quelques années quand on n'avait pas de gouvernement fédéral pendant plus de 530 jours. Ma vie n'a pas changé quand il n'y avait pas de gouvernement fédéral pendant 530 jours. Là, ici, ça fait 1 an et demi qu'au niveau des subventions de l'associatif, peu importe les secteurs, on a la corde au cou. C'est une catastrophe, les projets s'arrêtent, il y a du personnel qui est licencié. Et encore aujourd'hui, on attend une mobilisation au niveau politique pour faire bouger les choses et nos financements sont vraiment très précaires. Fini la parenthèse sur l'absence de gouvernement. Ce qui était intéressant pour nous avec cette expression d'un profond ras-le-bol de l'explosion des consommations de drogue en prison après la sortie Covid, c'est qu'on a pu remanier un projet d'information réduction des risques qu'on avait mobilisé en 2014 et qui était dormant à cause du Covid. Et je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. La raison de mon intervention, c'est surtout la présentation d'un nouveau réseau qui s'appelle le réseau Unlock et qui m'a été soufflé par Fadi. Donc merci pour ça aussi, Fadi. C'est lors d'une péripétie nocturne dans les ruelles de Paris, il y a quelques mois, que ce beau projet m'a été soufflé par Fadi dans une marche interminable dont il a le secret. Et donc, quelques mois plus tard, avec les partenaires, on s'est mobilisé pour aller chercher nos associations, au départ bruxelloises, et c'est les copains du secteur, en fait, pour créer ce réseau.
Alors vous avez quelques associations, là, c'est des XAPA, des CARUD, un centre d'hébergement, toute une série de partenaires. Et il était important pour nous que ce soit un réseau d'associations, pas un réseau de personnes. Moi, j'ai beaucoup vu trop de personnes être attaquées, mis à mal, démolies par le système pénitentiaire. Et très clairement, monter avec un réseau d'associations, c'est s'assurer d'être préservé. On joue à la fois le jeu de l'anonymat et à un moment donné, on est plus fort ensemble. On est également soutenu par notre fédération bruxelloise, très certainement bientôt la Fédito Wallonne. L'idée vraiment, c'est d'être nombreux, d'être derrière nos assos pour arrêter de se faire attaquer par l'administration pénitentiaire. On a également quelques médecins motivés, qu'on a appelés les médecins, donc les MDMA, les médecins, c'était quoi? Médecins motivés, dynamiques et militants, qui veulent rester anonymes. C'est un petit acronyme sympa qui nous a bien fait marrer. Mais c'est vous dire qu'il y a également des soignants à l'interne, à l'externe des prisons, qui sont de manière plus discrète dans ce réseau. Le hasard des calendriers nous ont amené à pouvoir placer, après la création de ce réseau, un événement dans le cadre de Support d'Unpinish. C'était une manière pour nous de pouvoir visibiliser cette action et à partir de là, articuler les 3-4 grands axes qui concernaient ce réseau dans cette action internationale. Et donc l'absolue nécessité pour nous de faire rentrer à un moment donné du matériel de consommation en prison. L'absolue nécessité aussi de pouvoir enfin faire une proposition de dépistage systématique au niveau de tout ce qui concerne l'hépatite C. On est un très très mauvais élève au niveau européen en Belgique. On n'a pas de chiffres, ce n'est pas systématiquement proposé. Et il y a malheureusement encore aujourd'hui des traitements qui ne sont pas mis en place parce que ça coûte trop cher en prison ou parce que la durée d'incarcération n'est pas suffisante. On en est là en Belgique. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de traitement en place, mais pas suffisamment. Il est aussi important pour nous de promouvoir la formation et qu'à partir de là, on puisse planifier un ensemble de choses, y compris avec les agents pénitentiaires qui sont des partenaires, entre guillemets, de certaines actions en prison. Donc voilà, l'idée au départ, c'était de partir avec nos partenaires bruxellois, d'aller chercher nos partenaires wallons et flamands. Vous le savez, la Belgique, c'est plusieurs régions, plusieurs charmantes peuplades qu'il faut rassembler. Pour les Wallons, c'est en cours, ça marche bien, on a des adhérents tout le temps. Dominique, qui est présent ici avec Marie-Ève, nous ont déjà rejoints, c'est précieux. Les Flamands, on est en train de finaliser un ensemble de documents au niveau traduction, là, on ne peut pas y couper. Et on ne doute pas que les Flamands nous rejoignent aussi. L'idée, en ayant un réseau national, c'est de pouvoir à la fois se fédérer entre associations et différentes fédérations de ces 3 régions et d'apparaître plus fort dans un bras de fer avec la justice. C'est toujours très compliqué quand on s'attaque au fédéral à peser suffisamment lourd pour faire fléchir des choses. Alors c'est à la fois très naïf et très utopique, mais on y croit dur comme fer, on essaye vraiment de pouvoir changer le rapport de force avec ce ministère. Il y a également un appui au niveau européen avec Health Without Barrier, et ça peut vraiment être quelque chose qui nous poussera dans le dos. Et donc concrètement, ce qu'on veut, c'est que la santé des détenus passe enfin à la santé publique, qu'on dépasse les différents blocages dont je vous ai à peine parlé tout à l'heure. On continue de vouloir refuser la censure. Vous n'imaginez pas à quel point il est systématique, quasi, quand on vient avec un contre-discours face à une administration pénitentiaire toute puissante, de se voir systématiquement censuré. Ça fait 20 ans qu'on se casse les dents. Ce qu'on a pris comme pli, c'est si on ne rentre pas par la porte, on rentrera par la fenêtre. Voilà, il y a une volonté en tout cas de ne pas lâcher l'affaire. Se fédérer, c'est quelque chose moi, qui est vraiment dans mon ADN au niveau professionnel, pouvoir le faire avec plusieurs. Et alors poursuivre les différentes collaborations à la fois avec les services externes des prisons et les services internes à la prison. Il y a une présentation ce matin qui mettait en évidence la proximité qu'on peut parfois avoir avec les agents. Je pense que c'est un acteur incontournable, en posant bien des limites. Le service médical, les médecins font partie des personnes et des services avec lesquels on doit travailler et encore améliorer les collaborations. Et alors, continuer à se positionner pour aider adéquatement les personnes usagères de drogue incarcérées qui sont quand même dans des conditions sanitaires déplorables. Petit clin d'œil à Didier Chamizo, qui a l'illustration ici de 4 ans cellule. C'est un ancien détenu français qui est sorti maintenant depuis quelques années. Et donc comment c'est de réimpulser ce projet qu'on avait démarré en 2014, qui s'appelle le projet Pirate. Alors en général, les Français, vous êtes les champions des acronymes. Ici, je pense qu'on va pouvoir se mettre d'accord sur le fait qu'il est pas mal du tout. C'est le projet d'information, réduction des risques, assuétude, traitement, échange de pratiques. Alors assuétude, c'est drogue. C'est apparemment un terme qui est peu utilisé ici. Et on a déjà mis le E d'échange de matériel lorsqu'un jour, enfin, on pourra le faire. Donc voilà, on a ici avec mon collègue Mathieu, qui est père aidant, à arborer fièrement les couleurs du projet Pirate. Alors ça fait marrer tout le monde quand on rentre en prison, c'est le jeu, mais au moins les agents ne nous oublient pas.
Et donc c'est devenu une private joke avec eux de nous voir balader dans le cellulaire. L'objectif c'est quoi? C'est de faire du porte-à-porte en cellule, de rentrer dans le milieu de vie des personnes, de faire du communautaire à 2, à 3. La surpopulation, là, nous aide sur une seule chose, c'est qu'il y a toujours bien une personne dans cette prison, enfin dans cette cellule de 2 ou 3 qu'on connaît déjà. Et c'est notre gage qu'une circulation de parole dans une réelle confiance puisse s'amorcer. L'objectif pour nous, c'est qu'un jour on puisse rentrer avec du matériel, le temps qu'on arrive à persuader le service médical de la prison de tout ça, ce qui n'est pas encore gagné en Belgique. Vous avez quelques partenaires ici avec une convergence de différentes forces vives. Il y a du XAPA, du CARUT, des dispositifs qui sont focalisés sur tout ce qui est HSH. D'autres, c'est du soin. Il y a nos partenaires de Modus au niveau prévention, du réseau hépatite C pour tout ce qui est infectio. Voilà, c'est vraiment la convergence de savoir partagé qui est une force. Et donc, l'objectif ici, c'est que bénévolement, chacune de ces associations délègue des travailleurs, travailleuses pour constituer des binômes, des trios, pour aller les samedis après-midi bosser en prison. Donc merci à tous ces collègues d'y aller bénévolement et à toutes ces directions de concéder, faute de financement, des travailleurs à gauche, à droite. Alors l'objectif pour nous, alors ne sautez pas au créneau, cette pipe-là, on est bien d'accord qu'elle n'est pas la meilleure, c'est juste un levier. C'est un levier pour mettre un pied dans la porte, rassurer les agents sur le fait que cette pipe-là ne peut pas être utilisée comme une arme. Et une fois qu'on est tous bien d'accord, on fait sauter cette pipe-là et on reprend les fameuses pipes en verre avec lesquelles on bosse en société. On avait un collègue canadien qui parlait des stratégies de sensibilisation, de compréhension du mode de réflexion des agents. C'est un bel outil pour à un moment donné dépasser ce que sinon les agents vont nous bloquer tout de suite. Et donc voilà, c'est de pouvoir continuer ce projet pirate dans d'autres prisons. On y va 2 fois par mois. Ça fait 2 mois que c'est annulé faute d'agents. Donc on est soumis à ces éléments-là. Ça, c'est le jeu. L'idée, c'est de pouvoir encore gagner la confiance d'autres directions, travailler dans une relative collaboration avec les agents, avec des limites claires. Mais une fois que les agents nous ont amadoués, qu'on a bien balisé le cadre de nos interventions, ça se passe vraiment bien. Et à partir de là, espérer qu'un jour on puisse implémenter ce genre de dispositif en prison. Pour la petite histoire, j'étais rentré sans autorisation avec cette pipe en prison à une réunion avec des directions à Bruxelles. Je l'ai assemblée, on l'a fait tourner à la réunion. Une fois que le directeur général de la prison de Haron l'a eu en main, je lui ai demandé de me la rendre vu qu'il y avait 16 empreintes. Il était tout pâle. Et on s'est engagé d'essayer de pouvoir développer un projet pilote pendant 6 mois dans cette prison et de faire une chasse aux œufs. Bon, il n'a pas trop rigolé. Mais donc voilà. Donc voilà, soutenez-nous. Il y a un QR code à signer. Il y a des stickers partout derrière. Même si ça vient de la France, votre soutien il est précieux. Et ce sera avec plaisir qu'on pourra discuter à la pause. Merci. Des questions, notre collègue Chris. On n'a pas pris de t-shirt avec cette année, je suis désolé. Non, pas de questions, pas de questions. C'est parfait. Ah, si ça marche. Donc, merci de me donner la parole. Donc, je suis toujours Fadi Meroui, je n'ai pas changé. Ah, par contre, il n'y a pas la présentation. Merci. Donc, moi, je vais parler de la RDR en détention. Et surtout, le titre que j'ai pris, c'est « La France face à son sacrifice sanitaire ». Alors, pourquoi sanitaire? C'est parce que je vais vous faire la démonstration que la RDR est légale en France, même si l'administration, depuis une douzaine d'années, me traite de tous les noms. En voulant m'interdire la RDR, alors on a une démonstration que la RDR en prison, elle existe en France. On peut la faire en toute légalité. Et le seul problème, c'est que ce n'est plus l'administration pénitentiaire qui peut empêcher de le faire, c'est même, je pense, des soignants qui ne veulent pas le faire ou qui ne savent pas le faire. Alors, quand on parle de réduction des risques et des dommages, il faut savoir qu'il y a une approche universelle. En médecine, la RDR a toujours existé. Vacciner, par exemple, c'est réduire le risque d'infection. Quand on donne un substitut nicotinique, c'est pour réduire le risque lié au tabac. Quand on donne une ceinture lombaire, c'est pour limiter les dommages. Ça ne supprime pas la cause, mais ça fait quelque chose. Donc on est toujours dans cette idée de réduire.
En chirurgie, on stérilise les instruments pour réduire les infections, c'est pareil, en cardiologie, ainsi de suite. Donc on voit bien que la réduction en médecine fait partie, je dirais même, elle devrait être, on dit souvent prévenir, c'est guérir, hein, c'est qu'avant de vouloir coûte que coûte guérir, il faut faire de la prévention. Et dans toutes les autres, il n'y a pas qu'en médecine qu'on fait de la réduction des risques. Hein, quand les ingénieurs ont inventé les airbags ou les ceintures de sécurité, c'est bien pour réduire le nombre de morts sur les routes. Les architectes dans certains pays vont vous faire des normes antisystémiques. Et même dans l'informatique, sur votre smartphone, vous avez aussi des pare-feux pour empêcher des virus de venir. Donc vous voyez, on va réduire autant que possible. Il n'y a que en addictologie, parfois, ça pose problème et on ne voit pas pourquoi. Alors que c'est une logique universelle qui est de soins, de protection et d'innovation. Et la définition officielle de la RDR, c'est viser à réduire les risques sanitaires et sociaux liés à la consommation de substances psychoactives sans nécessairement exiger l'arrêt immédiat de la consommation, ni en nier le caractère parfois illicite. C'est très clair, c'est quand même la réduction des risques. Alors pourquoi dans la prison, c'est la question qu'on se pose souvent, pourquoi la prison, on doit se poser la question de la RDR alors qu'on parle aussi de notion d'équivalence et même sur les soins éthiques. C'est inscrit dans la loi. Et donc les soins doivent être équivalents à ceux de la communauté. C'est ce qu'on nous dit à chaque fois quand on va rencontrer nos ministères. Même l'OMS a défini aussi la prévention comme des actions pour éviter ou réduire les maladies, les accidents et les handicaps. Donc si on reprend les trois préventions qu'on connaît, qu'on a tous appris, la prévention primaire, secondaire, tertiaire, on voit que dans la prévention primaire, si on la met sur le plan de l'addiction, c'est éviter la consommation. Donc on peut commencer évidemment de faire de la prévention primaire par l'éducation, à l'école, la sensibilisation, dans le travail, et ainsi de suite. La prévention secondaire, elle va intervenir précocement pour éviter la dépendance. On fait des dépistages, des conseils, on essaie de le faire. Et la tertiaire, c'est accompagner les personnes dépendantes pour réduire les dommages. Et là, on peut trouver par exemple les traitements, la réinsertion, et ainsi de suite. Donc, la dictologie n'échappe pas à la réduction des risques, comme tout le reste de soins ou sur le champ sanitaire. Alors, on a un cadre légal solide. Ça, c'est la première chose qu'il faut se dire en France. C'est d'abord la loi de 1994, il faut toujours revenir là-dessus, qui est le transfert de la santé en prison au service public hospitalier, avec un principe fondamental qui est l'accès égal aux soins. Donc, c'était voté. Un décret de 2005. Alors souvent on nous dit qu'il n'y a pas de décret. Ça c'est le mot qu'on nous sort souvent. Il n'y a pas de décret sur les lois. Sauf qu'on a un décret de 2005, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, qui est le seul décret quand même qui a été fait en France en 2005 sur l'usager, sur la RDR, chez tous les usagers, partout où ils se trouvent. Vous verrez, le décret est très bien écrit. La loi pénitentiaire aussi, qui a été faite en 2009, donc on s'est dit c'est encore pas très loin, qui va aussi parler de la principe d'équivalence de soins. Donc c'était très bien pour nous que la loi pénitentiaire reconnaisse l'équivalence de soins. Et enfin, la dernière loi de 2016, qui est la modernisation du système de santé, qui va renforcer la prévention et l'ADR en prison. Et là, pareil, ça veut dire qu'on nous sort souvent, il n'y a pas de décret sur ce sujet, sur cette loi. La loi a été votée en 2016, mais on va aller à 10 ans de la loi, on nous dit qu'il n'y a toujours pas de décret. Alors, je reviens sur 2005, hein, c'est un décret que vous pouvez trouver sur le journal officiel. C'était très intéressant et qui décrit en fait la distribution de matériel de prévention, donc prévention de la transmission des maladies, des accidents, ainsi de suite. Et sur le lieu d'intervention, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous demande d'aller partout dans les lieux publics fréquentés par les usagers. Donc ils ouvrent la parenthèse, c'est ça qui est sympathique. Donc ils vous mettent les rues, donc on peut aller dans les rues données pour faire de la RDR, on peut aller dans les espaces verts, on peut aller dans les gares, etc. Donc voilà, il n'a pas osé mettre prison peut-être, mais il a mis etc. Donc dans etc., on peut imaginer partout où se trouve le sujet ou l'usager. Donc la loi de 2005, c'est un décret officiel aujourd'hui permettant de faire de la réduction des risques. Et on a un fameux guide méthodologique, hein, comme on dit, quand la santé est passée au ministère de la Santé, on nous a fait un guide qui est fait entre le ministère de la Santé et le ministère de la Justice. Donc les deux ministères s'assoient et écrivent à peu près ce qu'on devrait faire et comment on devrait travailler en prison. Et sur la partie réduction des risques, ce qui est sympathique, c'est qu'on vous dit que après, alors, ils reconnaissent, ils ne veulent pas qu'il y ait d'échange de seringues, mais ils veulent donner l'eau de javel pour nettoyer une seringue usée. Ça veut dire que l'administration pénitentiaire reconnaît qu'il y a des seringues usagées, mais au lieu de changer la seringue, ils doivent donner de l'eau de javel.
Et il vous explique comment faire. Ça veut dire qu'il faut rincer 3 fois là, avec le javel, ensuite 2 fois avec l'eau, avant de réutiliser la seringue. Donc on vous donne quand même de bonnes pratiques d'usage des seringues. Et dans le même temps, ils vous écrivent en haut que ce n'est pas suffisant pour éliminer les infections. Donc, vous voyez, donc voilà, on vous donne le javel, mais on vous prévient que ce n'est pas suffisant. Et ce qui est sympathique, parce que tout à l'heure tu parlais de ce qui est implicitement écrit ou pas écrit, c'est quand même écrit que l'usage, que la distribution des seringues non distribuées par l'unité sanitaire est interdite. Ce qui veut dire que toute seringue donnée par l'unité sanitaire est autorisée, puisqu'on fait le contraire. 2 nids, ça fait 8. Voilà. Donc en fait, c'est écrit aussi par le ministère de la Justice comme quoi on peut le faire. Donc on a quand même pas mal de choses écrites par l'administration. Ensuite, on a un cadre réglementaire. Ça aussi, c'est intéressant, parce qu'il y a aussi le code de santé publique. On ne va pas du code pénal, certes, mais il y a le code de santé publique. Le code de santé publique, bon, je ne vais pas vous les citer, mais vous avez toutes les références qui sont là. C'est d'abord que les hôpitaux sont responsables des soins somatiques et de la prévention. Donc l'hôpital public est responsable. Que les coordinations des actions de prévention doivent être faites avec l'ARS, donc on a les agences régionales de santé, et que l'État doit assurer la sécurité des soignants en prison. Et toujours dans cette fameuse loi, le droit fondamental à la protection de la santé, donc l'accès égal, la prévention de la continuité, et le droit à des soins appropriés, sûrs et reconnus. Donc on a aussi tout ce qu'il faut. Et la politique de la réduction des risques, c'est la mise, l'article 3411 dit qu'il faut mettre à disposition des matériels de prévention et prévenir les infections, les surdoses et les complications. Et même si on revient en 1996, la première circulaire santé-justice, donc en 1996, c'était bon, le sida qui rentrait dans les prisons, il y avait des morts, il y avait le sang contaminé, bon, on avait pas mal de scandales qui avaient secoué. Et dans cette reconnaissance du circulaire santé-justice, nous demandons déjà de faire des actions de réduction de risque par l'échange de matériel stérile, donc écrit par une circulaire. Alors, quand vous sortez la circulaire, ils vont dire que ce n'est pas une loi, certes, mais ça a été quand même écrit avec une circulaire. Donc, on a quand même pas mal de choses écrites, vous voyez, et pourtant, on a encore cette peur de dire pourquoi on doit le faire. Donc, le message, pour nous, est clair, la loi, elle est claire, les personnes détenues ont les mêmes droits de santé que la RDRD, que toutes les personnes dans la société, et l'administration pénitentiaire doit garantir la sécurité et les conditions permettant l'effectivité de ces droits. Donc, voilà ce que nous dit la loi. Alors, on a tergiversé pendant des années, on a fait des groupes de travail, on a invité, il y a 15 ans, on a invité même les Suisses à venir, le directeur de la prison de Chandolan, qui est venu témoigner devant le ministère de la Justice que c'est lui, en tant que directeur de l'administration pénitentiaire, qui a demandé l'échange de seringues parce que c'était beaucoup mieux pour son personnel. Donc, pour vous dire, il y a eu des témoignages, mais d'année en année, on remettait les quotas. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'en 2024, donc assez récemment, plusieurs associations françaises, SIDAction, l'OIP, AIDE, je pense, hein, il y avait TRT5, pas mal d'associations ont porté plainte contre le Premier ministre et contre le ministre de la Santé, en disant que ces ministres-là n'ont pas mis en application la loi de 2016. Bon. Le Conseil d'État a répondu, il a refuté le fait qu'on ne peut pas porter plainte contre le Premier ministre ni le ministre de la Santé, parce que, pour lui, la loi est applicable. Donc le Conseil d'État, voilà, par plusieurs points, bon, je vais vous les citer après, mais par plusieurs points, il reprend toute la loi et il nous dit, à la fin, il en résulte qu'on peut aujourd'hui, on a le droit, donc la décision est là, le point 4, je ne vais pas toute vous la lire, mais bon, on vous la passerait, hein, mais il résulte comme quoi, aujourd'hui, on peut, en milieu carcéral, faire de la réduction des risques. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'en résulte pas que l'application de cette politique aux personnes détenues serait subordonnée à l'intervention préalable d'un pouvoir réglementaire. Donc on n'est pas obligé d'avoir un décret, puisque la loi est votée, donc elle est applicable pour nous. Voilà. Et donc, il reconnaît les dommages, il en est, voilà ce qui est intéressant, et donc on n'est pas obligé d'attendre la loi. Donc, si je dois vous reprendre cette loi 4, donc ça c'est un juriste qui l'a écrit, donc je ne suis pas capable d'écrire, de comprendre les juristes, mais j'ai demandé à un juriste de me l'expliquer. Donc, pour lui, c'est la RDR s'applique aux personnes détenues, donc la loi de 2016 maintenant, elle est applicable. Il n'y a pas besoin d'attendre un décret pour l'appliquer, donc la loi est directement exécutoire aujourd'hui. Les professionnels qui mettent en œuvre la RDR en prison sont couverts par la loi, donc il y en a une immunité, donc on ne pourra jamais poursuivre un soignant parce qu'il a donné un programme, une RDR en prison, et donc on est aussi
assurés par l'article 122-4 du Code pénal. Il n'y a pas de responsabilité pénale pour un soignant qui fait de la RDR. Donc, voilà. Donc on a aujourd'hui vraiment toutes les clés en main, et pourtant rien ne marche. Alors pourquoi faire de la RDR en prison? Donc, je ne vais pas vous revenir là-dessus, mais je vais vraiment passer rapidement, parce qu'il n'y a plus de doute sur les prisons. Et la dernière étude qui a été faite sur les eaux usées sortant des prisons de Paris nous a montré qu'il y avait un peu tout ce qu'on voulait. Voilà, il y avait de la cocaïne, il y avait de l'héroïne, il y avait des subutex, il y avait de la méthadone, il y avait du cannabis, il y avait voilà, tout ce qu'on pouvait faire. Donc ça a été prouvé, on a arrêté l'étude, et cette tendance, elle se fait partout, dans toutes les villes européennes, on a retrouvé la même chose. Et là, je vous montre un petit peu une étude européenne qui montre bien que dans toutes les prisons européennes, lorsqu'on va chercher dans les eaux usées, on retrouve les drogues un peu partout. Donc il n'y a plus besoin de faire de la preuve. Et ça, c'est une étude européenne qu'on a menée avec en ancienne IMCDDA. On a essayé de voir dans toutes les prisons européennes un peu les drogues qui circulaient, vous voyez, entre les cannabis, cocaïne, amphétamine, héroïne, suivant les pays. Donc, vous voyez l'importance. Chaque pays a ses habitudes. Ça veut dire ce qu'on retrouvait dans la société civile, c'est ce qu'on va retrouver aussi dans la prison. Il n'y a pas de secret. Voilà. Donc, et puis, il faut savoir que, par exemple, juste pour un exemple, le cannabis en prison, c'est jusqu'à 87%. Par rapport à 45% de la population en général. La cocaïne, c'est 7 fois plus, l'amphétamine, c'est quasiment 6 fois plus, et l'héroïne, c'est quasiment 30 fois plus. Donc on voit bien que la consommation de drogue en prison, maintenant, il n'y a plus besoin de faire des preuves, et surtout qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays européens encore, on rentre en prison pour usage de drogue, donc il y a pas mal de pays encore où ça existe. L'injection en prison a toujours existé, hein, donc on voit bien quand on va sur certains pays où on a fait les études, les personnes qui s'injectent dehors, 51 à s'injecter aussi dedans, donc il n'y a pas besoin. Et si on doit donner quelques exemples des conséquences de ces injections en prison, c'est aussi bien l'hépatite C, le VIH et toutes les maladies transmissibles qui sont entre 6 et 10 fois supérieures par rapport à la population générale. Et pas uniquement en France, que je vous donne ici. Si je vous donne les pays européens, pareil avec l'ECDC et l'IMCDA à l'époque, on a fait ce travail sur le VIH et sur l'hépatite C. Vous voyez que dans tous les pays, l'augmentation et la prévalence est très très élevée en fonction des pays. Et là, quand vous voyez par exemple entre la population d'une prison à gauche et quand vous prenez l'usager de drogue, vous voyez que la prévalence elle est déjà 10 à 20 fois supérieure. Et on sait aussi que ne pas traiter, ne pas faire de soins en prison, ne pas faire de la RDR en prison, une personne qui rentre en prison connaissant la précarité, sachant comment ça se passe à l'intérieur de la prison, la promiscuité, on parlait des matelas à sol, on parlait entre 3 et 4 personnes dans une cellule, ça fait qu'augmenter la contamination, et vous aurez une preuve tout à l'heure, mais ça augmente la contamination, et quand ça ressort, ça recontamine à l'extérieur, donc il y a aussi un facteur de santé publique qu'il faut vraiment garder en tête. Soigner en prison, ce n'est pas soigner que la prison, ce n'est pas soigner que les personnes détenues, c'est aussi prendre en charge la communauté. Alors que même ici, vous avez les 15 points qui ont été édités par l'ONU, donc qui ont été considérés comme les 15 points qu'il faut avoir dans une prison pour la RDR, signés par tous les pays qui sont conventionnés par l'UN, hein, donc la France aussi. Donc je les ai mis en français rapidement, ces clés d'intervention, qui sont l'information, l'éducation, le dépistage, et bien sûr dans tout ce qu'on met là, parce qu'il ne faut pas s'arrêter en disant, quand on fait de la RDR, il ne faut pas s'arrêter au pipe à crack et à l'échange de seringues, mais c'est bien tout le champ de la RDR dont il faut parler, et notamment la vaccination, la prophylaxie post-exposition. Donc, partant de ce principe, nous avons fait à Villeneuve-de-Maglan, donc la prison où j'interviens maintenant depuis 28 ans. Voyez, donc, il m'a fallu 14 ans. Donc, 14 ans après mon introduction, il me posait des questions sur comment améliorer la prise en charge des patients. On a décidé d'implémenter les 15 points qu'on a vus là tout à l'heure. Hein. Donc, on commence par l'information. Donc, dans tous les bureaux, on met des flyers pour informer les personnes sur les maladies, sur la tuberculose, sur l'hépatite, sur le VIH, comment attraper, voilà, on fait le possible. On a aussi dans tous les bureaux des préservatifs, cette fois-ci, mais avec le lubrifiant pour respecter un petit peu les règles de l'OMS. On fait des dépistages, hein, puisqu'on atteint jusqu'à à peu près, il faut savoir que dans la maison d'arrêt, il y a à peu près 80% des personnes qui connaissent leur sérologie, donc soit les faits, soit ils l'ont quand ils viennent de transfert.
On n'hésite pas d'utiliser le test par le buvard quand on ne peut pas ponctionner une personne parce qu'elle a des difficultés veineuses. Les traitements existent chez nous, aussi bien méthadone, suboxone que le Buvidal maintenant, puisque le Buvidal maintenant représente 70% des traitements qu'on donne dans la prison. On donne aussi des traitements sur le VIH pour l'hépatite B, bien sûr, et pour l'hépatite C. Et on propose aussi toutes les vaccinations possibles. Ce qu'on fait d'autre aussi, c'est la prophylaxie post-exposition. Donc c'est important. Donc on a des affiches un peu partout pour expliquer que si on supplie, comment faire. Et on a toujours sur nous un kit qu'on peut donner en urgence. S'il y a une personne qui avait le VIH et qui va piquer une autre personne, on peut traiter immédiatement par ce kit de post-exposition. Donc on avait mis en place aussi l'hygiène coiffure, pour toujours sur la réduction des risques, mais avec la Covid, ça s'est arrêté, donc on espère le remettre. La substitut nicotinique, donc on donne assez aisément et assez facilement, je ne dirais pas des boîtes et des boîtes, mais des tonnes, on va dire, entre guillemets, entre les pastilles et les patchs. C'est vraiment distribution gratuite et autant qu'on veut, donc ce n'est pas un souci. Et pour toujours continuer, donc on a aussi monté des groupes de parole, donc ça c'est très important, nos groupes de parole qui ont lieu toute l'année. On a aussi un atelier d'expression corporelle, donc ça permet aussi à la personne de faire. Et surtout, voilà, ce qu'on a mis en place, c'est ces fameuses roules tapailles qui existent depuis toujours. Et les pipes à crack, parce que notre problème aujourd'hui, c'est même plus l'injection comme il y a 10 ans, c'est vraiment les pipes à crack. Donc on doit en donner à peu près une quarantaine par semaine de pipes à crack. Donc vous voyez, c'est très élevé. On en donne aussi du bicarbonate avec. L'aluminium, ça ne marche pas, donc personne n'en veut. Donc bon, voilà, ils n'en veulent pas. J'ai pas eu beaucoup de ventes. On a implémenté la naloxone aussi. Donc, par contre, la naloxone, on peut aussi la donner, pas seulement à la sortie de détention, mais en détention, pour les personnes dont on connaît ou dont on sait qu'ils prennent des risques en prison. On peut leur donner à l'intérieur cette naloxone. Mais bien sûr, il faudrait former la personne co-détenue, parce que s'il fait lui-même son overdose, il ne pourra pas l'insuffler. Donc il faut former la personne co-détenue. Et bien sûr, voilà, donc, ce qu'on a mis aussi en place, c'est ce kit d'injection que donc, on donne aux patients maintenant depuis une douzaine d'années, voilà, depuis 12 ans. Et depuis 12 ans, l'administration me dit que c'est illégal, mais ça fait 12 ans que ça continue. Et je pense qu'il faut le faire parce qu'ils ne pourront jamais m'attaquer. Voilà, il faut le savoir qu'ils savent que je le fais, mais ils ne peuvent pas vous attaquer parce que la loi est de notre côté. Voilà, donc c'est là où j'ai du mal avec mes collègues parfois à ne pas comprendre pourquoi dans d'autres prisons, ce n'est pas si implémenté. Voilà. Alors pourquoi on a mis cet échange de 5? C'est parce que voilà, en 2014, voilà ce que les personnes m'ont ramené de leur propre production, on va dire. Et quand on voit ça, c'est simplement en tant que soignant, on ne peut pas accepter d'avoir des seringues de cette façon. Et même récemment, vous voyez par exemple une seringue qu'on a récupérée chez un patient. Donc là, pour vous montrer juste qu'à ce niveau-là, il a dû avoir une fuite dans la seringue. Il a essayé de faire fondre le plastique pour colmater la fuite. Donc vous voyez un petit peu, et là, le bout de l'aiguille, comme vous le voyez, elle a été utilisée peut-être une quinzaine de fois, voire une vingtaine de fois, et il reste toujours un peu de sang dans la boîte. Donc, vous voyez quand vous échangez un tel matériel. Alors, aucun incident ces 10 dernières années. Aucun. D'accord. Et lorsque l'administration nous dit que c'est une arme, moi, les armes, ce n'est pas la seringue. Moi, les armes que je récupère, c'est ça. Ça, c'est des armes qui sont faites par les personnes détenues pour attaquer d'autres personnes. C'est avec ça qu'on va attaquer une arme. Ce n'est pas la seringue qui va servir d'arme, parce qu'ils n'ont pas envie aussi de se faire attraper, ils n'ont pas envie de se faire punir. Et puis, ce n'est pas une fierté pour eux de s'injecter, parce que ceux qui s'injectent le font en cachette. Ils ne vont pas exprès montrer qu'ils le font. Et ils vont le faire même quand la personne co-détenue ne veut pas. Ils vont le faire quand la personne est en promenade, pour qu'ils ne soient pas vus, ou parfois la nuit dans les toilettes pour qu'on ne les voit pas. Donc, ce n'est pas pour eux une fierté de dire « je m'injecte ». Voilà. Donc voilà, malgré tout, malgré la résistance de l'administration pénitentiaire en France, on a publié, sur ce que je vous dis là, on a publié aussi bien à l'OMS, dans toutes les études internationales, dans le bulletin de l'OMS, ça a été publié aussi, le travail qu'on fait. Donc voilà, donc toujours on a essayé de parler de ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison, dans les prisons françaises déjà pour l'instant, les prisons belges, pourquoi pas demain, et d'autres prisons, qu'il y ait la RDR de façon complète dans toutes les prisons. Donc ça, c'est la dernière publication faite par l'ICDC, où on va parler de la présence, l'exemple de Montpellier, qui fait que l'élimination de l'hépatite C, parce qu'on a l'élimination de l'hépatite C chez nous depuis maintenant
6 ans dans la prison. Et si on a réussi l'élimination de l'hépatite C, c'est parce qu'on a couplé le traitement de l'hépatite C avec une politique de réduction des risques, ce qui évite les réinfections. Donc, quand on compare certaines maisons d'arrêt, comme en Espagne, et d'autres pays où on donne des traitements d'hépatite C, le taux de réinfection est assez élevé. Quand vous mettez le programme d'échange de seringues avec, vous baissez le taux de réinfection. Voilà. Et voilà, vous donner juste un dernier exemple. Un patient qui rentre, et on lui fait sa sérologie un peu comme tout le monde. Il a une sérologie qui était faite, qui était négative. 2 mois après, il revient parce qu'on sait qu'il fait l'échange, qu'il s'est injecté, il est devenu positif. Donc on peut aussi s'infecter en prison. Donc voilà une des preuves d'une transmission intracarcérale de l'hépatite C. Donc en conclusion, en prison, la RDA n'est pas un plus, hein. Ça sauve des vies, c'est du soin et c'est un droit fondamental et qui est garanti par la loi. Et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. Bonjour et merci pour la présentation. Je voulais juste savoir, vous avez montré un peu de matériel de réduction des risques que vous mettiez à disposition des personnes incarcérées. Je voulais savoir d'où venait ce matériel et quel financement vous avez pour ce matériel. Alors, le financement, en fait, c'est gratuit. Hein. Il faut savoir que dans les CARUD, la mise à disposition est gratuite. Donc, à l'époque, je passais par un CARUD qui me livrait mes seringues et mes pipacrates. Et maintenant, c'est l'association SAFE, que vous connaissez peut-être. Hein. Et SAFE me livre, voilà, quand je leur demande des seringues, ils me livrent des seringues, quand je leur demande des pipacrates. Donc, ils sont prêts à livrer, ils sont prêts à aider. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter quand on veut faire de la réduction des risques, et qu'on ne sait pas faire de la réduction des risques, c'est d'aller voir un CARUD. Hein. Ils viennent vous voir, ils viennent vous former, ils vous mettent à disposition du matériel, et on peut vous expliquer comment le faire. Mais c'est gratuit, il n'y a pas besoin vraiment de budget pour mettre la politique. Et si vous l'achetez, c'est peut-être $1 ou 2 € le kit. Hein. Donc, ce n'est pas ça qui va gréver le budget. Oui. S'il vous plaît, dans la mesure où l'administration pénitentiaire refuse de reconnaître la consommation dans la prison, comment vous avez réussi à lui faire accepter les analyses des eaux usées sortant de la prison? Non. Alors les eaux usées, ils ont fini par accepter, tout simplement parce que l'OFDT, qui est donc l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, oui, qui fait partie de l'Office européen des drogues et toxicomanie, oui, la France a toujours été un des derniers pays à ne pas répondre à cette question-là. Donc l'Observatoire européen avait toutes les capitales européennes avec les eaux usées, sauf la France. Donc ils ont accepté une fois de le faire dans 3 prisons sans donner les noms. Voilà. Ils n'ont pas voulu qu'on le refasse parce que quand vous trouvez de la cocaïne ou de l'héroïne dans les eaux usées, il n'y a pas que les personnes détenues dans la prison. Ah oui. Ah oui. Donc, on ne sait pas qui a consommé. Donc même si on estime que la majorité viennent des personnes détenues, on ne peut pas dire que tout vient des personnes détenues. Donc voilà, donc c'est juste pour éviter d'arrêter. Mais voilà, mais je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une ambivalence dans l'esprit de nos politiques, c'est qu'ils savent qu'il n'y a plus besoin de preuves, mais ils sont comme sclérosés par le fait, oui, mais s'ils sont en prison, c'est bien pour ça qu'ils sont en prison. Donc comme si, voilà, en prison, on va ressortir clean par rapport à quand on est rentré. Voilà, ils sont encore dans cette idée-là. Oui. Il faut juste qu'à un moment donné, ils comprennent qu'il y a du soin et que c'est du soin. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander à Luis Patricio de se présenter. Alors, il va vous montrer un petit atelier, là, si vous êtes intéressé. Luis a fait une mallette, hein, vous pouvez vous approcher si vous voulez. Il a créé cette mallette et qui permet aussi bien dans les écoles, quand il fait de la prévention, ou dans le milieu de travail, ou dans le milieu festif, ou dans le milieu de la rue, de se balader avec ça partout et
il fait voilà, on va dire de la prévention en addictologie. Lui, si tu peux. Merci. Merci Fadi. C'est une surprise pour moi d'être ici. Je suis venu cibler sur l'alcool. Mais Fadi, qui connaît la mallette, il connaît le sous-sol de Lisbonne, d'un succès qui n'existe pas. Et Adrien aussi, si vous voulez chercher sur YouTube, Luís Patricio, Dr. Luís Patricio, Mala da Prevenção, vous pouvez regarder le Fadi qui explore ce qui est dans le sol, pas mal de seringues, et aussi Adrien. Et ça fait quelques années, et ça continue à ce moment, à certains endroits. Par contre, il faut dire, moi je suis médecin psychiatre, et j'ai fait la loi de réduction de risque. En 2001, le gouvernement a demandé qu'on fasse la loi. J'ai dit, je suis médecin, je ne peux pas faire une loi. Oh, ben, putain, vous faites les... OK. Alors, j'ai fait 15 propositions. L'adjoint du secrétaire d'État m'a dit, on va accepter 9. Réduction de risque en famille, non. Réduction de risque en prison, non. Réduction de risque à l'école, non. Bon, mais 9 sont venus. Et on a attendu jusqu'à 2019 pour avoir les salles d'injection, les salles de consommation. 18 ans après la loi. Je suis au dehors du système. De toute façon, je profite pour faire la propagande. Soi-disant, j'ai fait cette petite carte sur l'alcool. Vous pouvez quitter, passer. Et comme ça, vous pouvez nous rejoindre sur l'Internet. Vous pouvez quitter? Okay. C'est sur l'alcool. D'habitude, ce système d'alcool, quand même, c'est pas comme ça. C'est un calendrier qu'on offre. Dans 2 semaines, je serai au Cap-Vert avec des calendriers de Cap-Vert. Et on offre un calendrier, s'il vous plaît. Acceptez, si vous voulez. Oui, bien sûr. Il faut qu'ils lisent ça. Tout le monde, c'est un Portugais, ne peut pas le faire. C'est seulement un souvenir. Bon, c'est comme ça qu'on essaie de démarrer une séance de 2 minutes, n'importe. Bon, vous pouvez passer si vous voulez. C'est un souvenir, c'est un Portugais, vous ne direz pas lire. Mais de toute façon, c'est un Portugais, il y a le drapeau du pays aussi. On met ça pour pousser un peu, quittez un et renvoie-moi. Et les messages en anglais, en anglais, vous n'avez pas besoin. Bon, revenons sur ce qui se passe ici. Ça m'a fait rappeler, la mallette va où elle est invitée d'y aller. Et on peut travailler avec la mallette pour des enfants depuis 4 ans jusqu'aux grands-parents de 80 ans. On peut tout toucher. Ça dépend évidemment du public cible. Ça, c'est aussi pour partager, pardon. Quitter et partager. C'est la méthodologie d'utilisation de la mallette. Et vous pouvez faire une mallette. Au Pérou, ils ont dit on ne peut pas faire la mallette, on n'a pas l'argent pour ça, on fera la mochila. Mais faites la mochila. Et maintenant, sur l'Internet, je pousse les gens à préparer la mallette chez eux avec ce qu'ils ont chez eux. Les produits à risque qu'ils ont chez eux et pas la question de la drogue. Bon, sur la prison, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, si on travaille avec des enfants, par exemple, on peut travailler avec un ciseau. Il y a des limites. Pour l'enfant, un ciseau pour jouer. Pour un autre, un ciseau différent. Pour un chirurgien cardiaque, un ciseau qu'on ne peut pas toucher. L'infirmière instrumentiste ne permet pas. Alors, c'est-à-dire qu'il faut adapter à chacun. Et ayant un objet dans la main, je suis en train de faire ça mais un objet comme ça nous permet d'être avec quelqu'un une demi-heure en parlant des comportements à risque, etc. D'ailleurs, quand on commence, on fait comme ça. Il y a des plaques. La première plaque, c'est « Je veux apprendre à penser ». Et on peut discuter, apprendre à penser.
Pour des enfants, c'est-à-dire on donne ça à un public d'ados ou de parents, et il faut apprendre à transmettre cette notion à l'enfant. Apprendre à penser, apprendre à choisir, apprendre à grandir, apprendre qu'est-ce qu'on veut devenir quand on est grand. Et quatrième, on parle des maladies infectieuses. Et les gens sont... Tu es fou, parler des maladies infectieuses, oui. Parce que la première manifestation, une des premières manifestations d'amour de la mère pour l'enfant, c'est le vacciner. Tu viens de le dire. Les pathologies infectieuses. Alors, on ne va pas parler de sida, on ne va pas parler d'hépatite, on va parler de l'amour de la mère qui a fait la vaccination de l'enfant, c'est-à-dire l'a donné un médicament. Bon, tout ça, c'est aussi une façon d'essayer de démythifier la question de la drogue et d'aider à pousser la question du savoir et de la responsabilité, de la gestion du savoir. Bon, alors, je sors d'ici pour la prison. Quand on va à la prison avec la mallette, invitée bien sûr, d'abord, il faut qu'il y ait un choix de responsables de ceux qui peuvent venir. D'habitude, c'est des hommes ou des femmes. Au Cap-Vert, j'ai fait mêler des hommes et des femmes dans la même séance. Il y a une sélection de ceux qui viennent et de ceux qui ne viennent pas selon son état dans la prison, bien sûr. Quelqu'un qui n'est pas capable d'être d'une séance, il ne vient pas. Ça me fait rappeler les années 80, le directeur de prison m'a invité d'aller à une des grosses prisons de Lisbonne pour essayer de faire une communauté thérapeutique. Ça a été très bien, mais c'est raté. Malheureusement, ça n'a pas passé. Mais en prison, on ne peut pas montrer des objets, des copies des substances illégales. On n'a pas des substances illégales, bien sûr, on a des copies. On a des copies, on a l'original de ce qui est légal, bien sûr. Mais l'idée, c'est parler de l'usage en tant que réduction de risque quand on est en prison. Alors, en sortant, il faut pousser le savoir-faire avec l'alcool. Il ne faut pas faire. Bon, le rapport avec l'alcool qu'on a à l'extérieur, qu'en prison on n'a pas, théoriquement, on n'a pas. La même chose sur le sexe. La question, c'est tout ce qui est pénétré, il faut que soit enveloppé. En haut, en bas, en avant, en arrière. Toujours, avec un chemin et pas de retour, sans changer l'équipement. C'est-à-dire, c'est un langage assez dur, mais quand on travaille avec des gens qui sont... Bon, parce qu'en prison, on peut être avec des gamins de 18 ans, 19 ans, avec des gens de 60 ans. Alors, il faut adapter. Et ce qui est plus intéressant en prison, c'est le goût qu'ils ont de pouvoir parler avec quelqu'un qui est là d'une façon, un psychiatre qui est ici pour nous parler de ça. Ça fait étrange, parce qu'on va au psychiatre, c'est pour faire la prescription, et celui-ci dit la prescription, oui, à la fin, quand il faut. Bon, mais pour dire alors, en prison, on peut... Une autre chose, ici, ça c'est pas seulement pour la prison, ça je peux passer de boîtes. Vous pouvez imaginer que ça, c'est quelque chose d'intéressant. Oui, n'importe le nom. C'est-à-dire ici, excusez-moi, ici serait un stéroïde anabolisant. Avec le timbre de qualité, que j'en ai ici aussi, parce qu'il y a des timbres de qualité qui garantissent que ça va. Je ne sais pas où il est, mais il est là. Bon. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui injectent ça, mais dedans, il n'y a que de l'huile de frites. C'est-à-dire, on dit comme ça, si c'est la drogue, méfiez-vous de tout et de tous, de moi-même. Méfiez de moi et vérifiez si ça c'est au moins, plus ou moins correct. Méfiez de ce que vous achetez. Et dans le sens de méfier, il faut démythifier. Si c'est un bouquin qu'avec quelqu'un qui a... C'est drogue démythifiée, c'est pas mystique, c'est le mythe. Bon, mais l'idée, c'est toujours essayer de partager la connaissance et responsabiliser. On fait ce qu'on veut ensuite. Mais en ayant connaissance de ce qui se passe. Ça, c'est, à nos avis,
Et encore ici, quelque chose qui ça vous intéresse. Fadi a déjà montré quelque chose comme ça. J'irai passer, j'en ai plus, bien sûr. Une pipe à crack. Vous pouvez passer si vous voulez. Bon. Ça, aussi pour montrer quoi? Si c'est la drogue, méfiez-vous. Salle de bain, Incensius et bon, Meftrone, qu'est-ce qu'il y a dedans, on ne sait jamais. Les patients m'offrent ça. La question, c'est qu'un de mes patients a travaillé en Algarve pour un Néerlandais qui a amené un liquide. Et ce liquide, il mêlait dans l'hôtel, dans la salle, dans la chambre, avec une herbe qui venue de Inde. Et mes patients, le patient, il mettait la même chose dans différents paquets. Et le prix est différent. Et ce qu'il y a dedans, c'est différent. Et pendant des années, ça a été vendu dans les salles de substances synthétiques. C'est un réseau commercial. L'Observatoire européen, 2010, a dit que la Meftrone et d'autres ont été interdits en Angleterre, aux différents Hollande, etc. Chez nous, ça continue jusqu'à 2013, la vente libre. Je viens du Portugal. Bon, c'est-à-dire, si la drogue, méfiez-vous. Et pas mal de surpsychotiques qui sont apparus avec ça, parmi des adultes, mais aussi parmi des ados. Et on ne savait pas, l'hôpital principal ado à Lisbonne, il y a un collègue qui m'a appelé, Louis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec qui est venu patati patata, parce qu'il est tellement halluciné, s'il vous plaît. Sa mère essayait de le soutenir, il a fait ça au bras de sa mère. Il a cassé le bras de sa mère. Bon, imaginez quelle est la dimension, la trouble mental qui est bon. Il y a beaucoup de choses plus à dire, mais pour dire encore que le kit de réduction de risque de Catalogne, injectable, ça fait longtemps qu'il le donne. Ici, c'est le naloxone que vous avez en France. Et ici, vous connaissez bien, c'est Fadi qui m'a aidé à le mettre au Portugal. Mais, dernière semaine, je suis entré dans une pharmacie, on ne connaît pas. Il y a 2 mois, notre pharmacie, qu'est-ce que c'est ça? Et l'autre, qu'est-ce que c'est? Et si on va au bassin, dans le quartier des injecteurs, on peut trouver ici et là quelqu'un qui a un. Ça, c'est pas réduction de risque. Ça, c'est du théâtre. Bon. Je vais finir en arabe par le temps, je ne veux pas abuser de vous, seulement pour montrer 2 ou 3 choses qui sont un peu curieuses. Qui ça, vous ne connaissez pas ça, mais nous sommes devenus un peu plus âgés. Moi-même, j'avais le cheveu noir avant. Et quand on fait la formation auprès de vous, auprès des plus jeunes, parce que les gens sont devenus un peu plus âgés, je passe ça. Il faut me dire qu'est-ce que vous imaginez que ça soit. Et sur ce que Fadi a montré, comme ça on fait une pipe à crack. Et ça aussi. La différence, c'est quand on fait ça auprès des médecins, quoi que ce soit, il y a beaucoup de monde qui n'a jamais vu, qui ne peut pas imaginer. Bon, vous avez trouvé déjà qu'est-ce que c'est? Ça ne va pas? Ok, vous le touchez. Bon, d'habitude, on ne touche pas comme ça. Pour le toucher, on doit mettre le doigt dans l'anus pour toucher la prostate. Alors, c'est pourquoi ça? Pour faire comprendre aux gens qu'on envahisse. Et quand on prend des choses, il y a d'autres pathologies qui peuvent être associées. Il y a une qui a un cancer. Quand on touche, il y a un cancer. C'est-à-dire, on essaie de refaire sur les gens ce qui est le corps, pas seulement le foie, pas seulement le cœur. Bon, c'est un peu ça que je voudrais vous partager. Et l'autre que j'avais pris, c'est curieux. Qui ça, quelqu'un ne comprenne pas qu'est-ce que c'est ça? Vous imaginez?
sniffer. Bon, c'est du tabac de l'Inde. On coupe avec... C'est du tabac. Il faut couper, oui. C'est une façon de commercialisation et de production locale. Et bon. Alors, quand on joue, on explique que les molécules sont les atomes qui font les molécules sont différents, les substances sont différentes. On peut jouer et on peut adjoindre d'autres molécules, d'autres atomes pour faire une autre molécule. Et ce qui d'habitude s'est fait, c'est que quand on découvre une substance qui fait des dégâts, on illégalise s'il y a des abus. Alors c'est illégalisé de cette façon, mais si c'est fait comme ça, ce n'est pas illégal. Et on va illégaliser. Et la lutte continue à être illégaliser ce qui est à la fois de faire penser. Merci. Merci à Luis. Alors Luis, il fait un peu le tour. Il fait le tour du Portugal. C'est vrai qu'il fait un peu à Lisbonne, au Portugal, à Madère, un peu partout. Il est inlassable. Il ne veut pas prendre sa retraite, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Mais il est très content de sa malle, donc il essaie de l'implémenter partout. Merci à Luis et merci à tous les orateurs et à THS. Merci à vous.